peut passer maintenant à la thématique fiscalité internationale et prix de transfert. Première mesure en matière de fiscalité internationale, c'est le report des déclarations des dispositifs fiscaux transfrontières dans le cadre du dispositif d'Axis. La troisième loi de finances rectificative pour 2020 a pris en compte la crise de Covid-19 et la directive européenne qui a permis aux États membres de reporter l'effet de ces mesures. Donc c'est ce qui a été effectué en France. Et ainsi, les dispositifs qui devaient être mis en œuvre au 30 juin 2020 au titre de la déclaration du stock pourront être déclarés jusqu'au 28 février 2021. Également pour la déclaration du flux de dispositifs qui aura dû être mis en œuvre entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020. Le délai va courir à compter du 1er janvier 2021. De même pour la déclaration de flux de dispositifs qui ont été mis en œuvre entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020. Cette fois-ci, le délai va courir à compter du 1er janvier 2021. De même, on a une mise à jour de la notion de dispositif commercialisable. Cette mise à jour devra être communiquée par les intermédiaires à l'administration fiscale au plus tard le 30 avril 2021. Maintenant, on passe sur la notion d'agent commercial et la qualification d'établissement stable suite à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne Trendsetteuse, qui définit la notion de critères déterminants de qualité d'agent commercial et sur son étendue du pouvoir de négociation. Alors, la Cour de justice de l'Union européenne précise bien que le critère déterminant justement pour avoir la qualité d'agent commercial reste l'étendue de son pouvoir de négociation et que l'agent ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont il assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifié d'agent commercial. La Cour de justice de l'Union européenne donne ainsi une définition de pouvoir de négociation qui est différente avec celle donnée par la Cour de cassation, puisque c'est le pouvoir de négociation qui implique le pouvoir de modifier les tarifs du mandant. Ainsi, il y a plusieurs vérifications à effectuer au sein des groupes qui ont recours à ces relations d'agents pour organiser leur distribution à travers les filiales, à la fois pour les relations d'agents qui ont été mises en place précédemment, également pour les relations qui ont déjà été mises en place, également pour les nouvelles relations pour lesquelles il faudra envisager peut-être des structures alternatives de distribution, de type de prestations de promotion, d'assistance marketing ou d'acheteurs-revendeurs. Puisque la notion d'établissement stable des conventions internationales est bien sûr une notion clé en fiscalité internationale et sur la base d'imposition entre les États. Toujours au titre de la notion d'établissement stable, là c'est le Conseil d'État qui est venu préciser l'interprétation de cette notion d'établissement stable et d'ailleurs qui a modifié son interprétation des conventions fiscales à la vue des commentaires OCDE pour élargir cette notion d'établissement stable au titre des situations qui visent l'économie numérique. C'est ainsi que le Conseil d'État a fait référence explicite aux commentaires les plus récents et même postérieurs au traité entre la France et l'Irlande pour effectuer son analyse de la notion d'établissement stable et de la notion d'agent dépendant disposant des pouvoirs exercés habituellement permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise de l'autre État. Le Conseil d'État précise alors que pour avoir un établissement stable en France, une société résidente d'Irlande doit soit disposer d'une installation fixe d'affaires, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l'engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres. Ainsi doit être regardé comme exerçant de tels pouvoirs à la lumière des commentaires du modèle de convention OCDE, une société française qui de manière habituelle, même si elle ne conclut pas formellement des contrats au nom de la société irlandaise, décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner et qui ainsi entériné l'engage. Ainsi, cette jurisprudence va entraîner la reconnaissance d'établissements stables en France de manière plus large que par le passé et pourra être une première marche pour la reconnaissance de la définition extensive de l'établissement stable qui est proposée par l'article 12 de l'instrument multilatéral de l'OCDE et qui a été adopté sans réserve par la France. Et cet article qui reconnaît la qualification d'établissement stable d'une entreprise à toute personne qui agit en qualité d'agent dépendant de la dite entreprise, conclut habituellement des contrats ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui, de façon routinière, sont conclus sans modification importante par l'entreprise. Toujours en matière d'établissement stable et sur les établissements stables non déclarés, le Conseil d'État a précisé en cas de contrôle que les bénéfices reconstitués à raison de l'activité qu'une société étrangère exerce en France par l'intermédiaire d'un établissement stable ne peut pas de ce seul fait être considéré comme distribué au maître de l'affaire, sur le fondement de l'article 111C du CGI. Puisqu'on sait que pour identifier le bénéficiaire de ces distributions considérées occultes, l'administration peut invoquer cette notion de maître de l'affaire, mais elle doit apporter la preuve que les distributions occultes ont bien été appréhendées par cette personne. Et dans cette affaire, le Conseil d'État a censuré pour erreur de droit l'arrêt de la Cour administrative d'appel qui jugeait que l'associé français qui disposait seul de la procuration sur les deux comptes bancaires français de la société et signait les chèques en son nom devait être regardé comme le seul maître de l'affaire. Ainsi, le Conseil d'État rappelle bien la notion de preuve que les distributions occultes ont été appréhendées par la personne qui est dans la société dont les revenus ont été regardés comme distribués, le maître de l'affaire. C'est-à-dire qu'il doit être à même de disposer sans contre-pouvoir des biens de la société, comme s'il s'agissait de ses biens propres.
Maintenant, on passe aux critères de résidence et notamment des précisions qui ont été données au titre du lieu de séjour habituel, notamment en application de la Convention franco-brésilienne, puisque le Conseil d'État a estimé qu'au regard de cette convention, le séjour habituel dans un État s'apprécie au regard de la fréquence, de la durée et de la régularité des séjours dans cet État, qui font partie du rythme de vie normal de la personne et ont un caractère plus que transitoire, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la durée totale des séjours qu'elle y a effectués excède la moitié de l'année. Ainsi, on peut considérer comme avoir son lieu de séjour habituel dans un État, même si la durée totale de ces séjours est inférieure ou égale à 183 jours par an. Cette décision inédite est quand même importante puisque la solution est transposable pour l'application de toutes les conventions qui, comme la convention franco-brésilienne, définissent la qualité de résident conformément à l'article 4 de la convention modèle OCDE. Toujours en matière de notion de résidence, là c'est une jurisprudence qui est rendue au titre de la Convention franco-chinoise. Et à ce titre, le Conseil d'État rappelle que, en application de l'article 4 de la Convention fiscale franco-chinoise qui était en vigueur au moment des faits, la qualité de résident d'un État contractant est subordonnée à la seule condition que la personne qui s'en prévaut soit assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence ou d'un lien personnel analogue. Il rappelle bien que l'étendue de l'obligation fiscale à laquelle le contribuable est tenu dans cet État est par elle-même sans incidence sur la qualification de résident, puisque les stipulations de cette convention fiscale n'excluent pas, dans la rédaction qui était applicable au litige, que puissent être regardés comme résidents des personnes dont les seuls revenus pris en compte pour leur assujettissement à l'impôt dans cet État sont en application directe d'assiette applicable les revenus qui y trouvent leur source. Alors il faut juste faire attention parce que la rédaction qui était applicable à cette ancienne convention franco-chinoise est différente de l'actuel texte de la convention modèle OCDE qui a ajouté que l'expression de résident d'un État contractant ne comprend pas les personnes qui ne sont pas assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui est située. La nouvelle convention entre la France et la Chine du 26 novembre 2013, elle reprend la version modèle OCDE. Également, décision en matière de résidence et d'exonération temporaire. Là, c'est la Cour administrative d'appel de Paris qui juge qu'une société tunisienne bénéficiant d'une exonération temporaire d'impôt sur les sociétés au titre du régime tunisien dit des sociétés exportatrices peut être considérée comme résidente au sens conventionnel. Puisqu'on sait que par principe, la jurisprudence nous a dit qu'à partir du moment où on est exonéré d'impôt, on ne peut être considéré comme résident fiscal d'un pays. Et en l'absence de résidence dans un des États signataires, on ne peut revendiquer les avantages prévus par une convention fiscale. Puisqu'on sait que le principe, c'est que seuls les résidents d'un État signataire peuvent revendiquer les avantages prévus dans une convention fiscale. Et la plupart des conventions fiscales prévoient que pour être résident, il faut, en vertu de la législation de l'État, être assujetti à l'impôt dans cet État. Donc en cas d'exonération, on ne peut être considéré comme non-résident. Le Conseil d'État s'est déjà prononcé pour les personnes exonérées d'impôt dans leur État d'établissement, à raison de leur statut ou de leur activité, ou également qui sont exonérées de l'imposition de droit commun sur les bénéfices, et soumises à une imposition forfaitaire annuelle. Mais là, se posait la question de l'exonération temporaire et du régime totalement exportateur qui prévoit une déduction de la totalité des bénéfices provenant de l'exportation de l'assiette de l'IS durant les 10 années suivant la première opération d'exportation. Ainsi, la Cour administrative d'appel de Paris va octroyer la qualification de résident à une société tunisienne qui bénéficie d'une exonération temporaire, puisque celle-ci était octroyée sur présentation d'une demande annuelle et surtout qu'elle ne portait pas sur la totalité des bénéfices, mais seulement sur les bénéfices provenant de l'exportation. Donc on diffère sur la différence entre exonération structurelle, par exemple liée au statut ou à la nature de l'activité, et exonération conjoncturelle, par exemple en cas de déficit ou d'imputation de pertes reportables. Ce qui est quand même important de retenir, c'est que cette décision ne vise que les cas d'exonération temporaire et partielle. On n'a toujours pas de réponse précise en cas de simple exonération partielle ou de simple exonération temporaire. Également, le Conseil d'État est venu préciser la notion de régime fiscal privilégié. Il décide que l'existence d'un régime fiscal privilégié doit être appréciée au regard de l'ensemble des impositions directes sur les bénéfices et revenus prévus par la législation de l'État en cause. Ainsi, l'administration fiscale ne pourra pas se prévaloir de la seule absence d'un impôt sur les sociétés dans cet État, sans prendre en compte les autres impositions directes sur les bénéfices et les revenus applicables, le cas échéant dans celui-ci. Bien sûr, cette solution vaut pour tous les autres dispositifs qui comportent la référence à la notion de régime fiscal privilégié, tels que l'article 57, 155A, 123 bis ou 209B du CGI. Maintenant, on peut passer à la décision du Conseil d'État sur les cessions de participation substantielle par une société mère européenne, puisque implicitement, le Conseil d'État a jugé que les dispositions de l'article 244 bis B du CGI sont contraires au droit de l'Union européenne, notamment dû à une différence de traitement entre les sociétés françaises et les sociétés étrangères, qui constituerait une entrave à la liberté d'établissement et à la liberté de circulation des capitaux. Puisqu'on le rappelle, sous réserve de l'application des conventions internationales, lorsqu'une personne morale non résidente détient directement ou indirectement plus de 25% des droits dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'IS,
avec son siège en France, à un moment quelconque au cours des 5 années précédant la cession, les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de ces droits sociaux sont en principe soumis à un prélèvement dont le taux correspond au taux normal de l'IS. Alors que si la cession est effectuée par une société cédante avec un siège de direction effective en France, bien sûr, on a un taux effectif d'imposition des plus-values à long terme qui est entre 4 et 3%. Ainsi, le Conseil d'État estime qu'il y a une différence de traitement entre les sociétés françaises et les sociétés étrangères qui est discriminatoire et bien sûr qui constitue une entrave à la liberté d'établissement. Et bien sûr, cette décision ouvre des possibilités de réclamation de la restitution intégrale de l'imposition qui a été mise à la charge de la société mère européenne. Maintenant, on passe aux écarts de change réalisés lors de la cession de titres étrangers. Donc là, c'est le Conseil d'État qui a écarté l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles, qui avait admis que les gains ou pertes de change réalisés à l'occasion de la cession de titres de participation étrangers constituent une composante de la plus ou moins-value réalisée à cette occasion et doivent être prises en compte pour la détermination du résultat de l'exercice imposable en France. Là, le Conseil d'État rappelle que la perte ou le gain de change doit suivre le même traitement que son sous-jacent. Ainsi, en cas de cession de titres de participation qui sont détenus depuis plus de 2 ans, si on a une perte de change, cette perte de change va être prise en compte pour la formation de la plus-value à long terme et va minorer bien sûr ce montant, ou alors va être prise en compte pour la moins-value à long terme et sera ainsi non déductible fiscalement. Mais si on a un gain de change, dans ce cas-là, on va pouvoir bénéficier sur ce gain de change du régime de quasi-exonération en cas de plus-value nette à long terme ou de l'exonération totale en cas de moins-value nette à long terme. Et là également, il y a une possibilité de réclamation pour les personnes qui auraient réalisé des gains de change sur des cessions de titres de participation détenues depuis plus de 2 ans et qui auraient dissocié le gain de change de la plus-value réalisée pour le soumettre au taux de l'IS au taux plein. Également, jurisprudence importante de la Cour administrative d'appel de Versailles sur la possibilité de déduire les pertes définitives européennes. On en avait déjà parlé l'année dernière au titre du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 7 janvier 2019 qui avait admis l'imputation des pertes cumulées d'une filiale belge liquidée sur le résultat d'ensemble du groupe d'intégration fiscale français. Là, la Cour administrative d'appel de Versailles revient en arrière et refuse cette possibilité donc d'imputation des pertes définitives d'une filiale européenne liquidée sur le résultat d'ensemble d'un groupe d'intégration fiscale français. Ainsi, on voit que la jurisprudence en application de l'exception dite Mark & Spencer dans un contexte français reste toujours à clarifier pour pouvoir permettre l'existence économique d'un groupe européen et la déduction des pertes définitives européennes sur le résultat d'ensemble d'un groupe d'intégration fiscale français. Enfin, pour finir, en matière de fiscalité internationale, on a également eu le 20 juillet 2020 un arrêté portant actualisation de la liste des États qui ont conclu un accord avec la France en vue d'échanger les déclarations pays par pays, donc la déclaration CBCR. Alors, ce qui est un peu regrettable, c'est que cette liste vient actualiser la liste des pays pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. Et à titre d'information, voilà, il y a plusieurs pays qui ont été rajoutés, tels Andorre, la Colombie, Curaçao, Monaco, le Nigeria, le Qatar, Royaume-Uni et la Suisse. Et Israël a été retiré. Maintenant, on peut passer aux mesures en matière de contrôle et contentieux fiscal.